Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité pour vous parler de l'anatomie du vagin. Donc, on m'a demandé de parler des données fondamentales. Donc, je prie de vous m'excuser par avance si pour certains c'est quelque chose de trop simple, d'évident, mais je vais rester effectivement très fondamental. Peut-être qu'un jour on pourra aller un petit peu plus loin et parler des bases anatomiques, par exemple des prolapsus pelviens ou des bases anatomiques d'autres choses. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler certaines données sur cette coupe frontale, enfin qui n'est pas tout à fait frontale en fait, du vagin. Le vagin, c'est donc un conduit musculo-membraneux qui est extensible, hein, qui peut aller jusqu'à environ 7 à 10 cm de longueur. Et d'emblée, sur ce schéma, je souhaite vous montrer quelque chose, c'est qu'il existe deux parties au niveau du vagin. Une partie crâniale et une partie caudale qui sera périnéale. Et la limite entre ces deux parties, eh bien, c'est les muscles élévateurs de l'anus que je représente ici dans leur faisceau ilio-coccygien. J'aime bien commencer par ça parce que pour moi, c'est fondamental. Il faut expliquer que tout ce qui est au-dessus du muscle élévateur de l'anus, c'est une innervation exclusivement végétative, donc que l'on ne commande pas, alors que tout ce qui est au-dessous du muscle élévateur de l'anus, dont font partie les muscles du périnée, c'est une innervation mixte, à la fois végétative, mais également somatique, par le nerf pudendal. Le nerf pudendal, qui est un nerf sensitivomoteur sur lequel on reviendra éventuellement. Donc, le vagin, c'est ce canal musculo-membraneux qui est extrêmement important dans la statique pelvienne, puisqu'il intervient dans les soutiens des organes pelviens. Et vous voyez donc ici le muscle ilio-coccygien, qui n'est pas très bien représenté d'ailleurs. C'est un hamac, mais un hamac qui est finalement plutôt convexe, comme ceci vers le haut, qui est quelque chose de dynamique et qui va soutenir les viscères pelviens. C'est un formidable organe pour l'exploration du pelvis, est également un organe très riche en récepteurs aux oestrogènes et on verra que la muqueuse vaginale est extrêmement trophique. Si on passe maintenant sur les rapports du vagin, sur ce schéma que j'ai emprunté à Camilla, quelque chose de très important, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le vagin n'est pas vertical, mais vous voyez d'emblée sur ce schéma que ce vagin est oblique vers le haut et vers l'arrière selon un angle de 65 degrés. C'est important puisque ceci explique, ça rentre en jeu pour qu'il n'y ait pas de prolapsus pelvien. Et vous voyez que par cet angle d'inclinaison, eh bien, le vagin repose ici sur ce que l'on appelait avant le noyau fibreux central du périnée et ce que l'on appelle maintenant le corps périnéal. Et pour ceux qui font de l'obstétrique, on m'a remarqué tout de suite qu'il est extrêmement important de respecter ce corps périnéal, ou en tout cas, s'il a été un petit peu abîmé, de bien le réparer, puisque si ce n'est pas le cas, la face postérieure du vagin peut s'écrouler, et c'est ainsi que l'on amorce les prolapsus pelviens. Autre chose qui est important à montrer sur cette coupe, sur cette vue sagittale du vagin, c'est que le vagin n'est pas purement rectiligne. Il n'est pas rectiligne et il est convexe, convexe vers l'avant, selon un angle de 140 degrés. Et je peux ici, comme ceci, dessiner cette convexité vers l'avant selon l'angle de 140 degrés, qui est également important dans la statique pelvienne. Et cet angle de 140 degrés convexe en avant est lié à un muscle qui appartient au muscle élévateur de l'anus dont on a parlé, qui est le muscle pubococcygien, qui est le muscle dynamique, le chef dynamique de ce muscle élévateur de l'anus. Comme son nom l'indique, qui va du pubis jusqu'au coccyx, il est sagittal et il va venir former en arrière l'angle anorectal. Si on n'avait pas un angle anorectal, ce serait un petit peu la catastrophe socialement. Et puis également, par un faisceau rétrovaginal, ici, l'angle vaginal. Donc, il faut imaginer ce muscle
coccygien comme quelque chose de dynamique venant tirer vers l'avant le vagin. On peut voir également sur cette vue sagittale les rapports antérieurs du vagin qui sont pour la partie pelvienne la vessie, ou en tout cas la face postérieure de la vessie, et pour la partie périnéale, l'urètre, comme pour le rectum en arrière, et puis le canal anal au niveau périnéal. Mais juste un petit rappel sur le muscle élévateur de l'anus que l'on vient de voir, qui appartient donc au diaphragme pelvien et non pas aux muscles périnéaux. Il est constitué de deux chefs que j'aime rappeler. Tout d'abord, le chef iliococcygien qui est responsable de la forme en carène de bateau du muscle élévateur de l'anus. Et ce muscle iliococcygien, vous le voyez ici, il est triangulaire, il s'insère sur un renforcement de l'aponévrose du muscle obturateur interne, et puis il part vers l'arrière, vers le dedans et vers le bas, vers le coccyx et vers le raphé anococcygien. C'est lui qui donne la forme en carène de bateau et qui est complété donc par le muscle pubococcygien que je représente ici. Il est lui sagittal, il va tirer vers l'avant, il va avoir un chef rétro-rectal, un chef rétro-vaginal, responsable de la convexité de ses organes. Ces deux muscles qui appartiennent à l'élévateur de l'anus vont être renforcés en arrière. Je devrais le dessiner en vert, celui-ci, parce que l'on appelle le muscle coccygien, mais qui en fait chez nous n'existe quasiment plus. Le muscle coccygien, ou plutôt le ligament sacro-épineux, qui s'insère sur S3, S4 et le coccyx pour aller latéralement jusqu'à l'épine sciatique. Chez nous, c'est un ligament, ce n'est presque plus un muscle. Chez les mammifères, c'est lui qui sert à faire bouger la queue latéralement. Et encore en arrière, eh bien, on a un muscle ici pelvitroque-antérieur, un rotateur latéral de la hanche qui s'appelle le muscle piriforme et qui vient donc compléter ce diaphragme pelvien en arrière. Ces muscles du diaphragme pelvien ne sont pas à confondre avec les muscles du périnée, dont ils sont séparés par les fosses ischiorectales. Les muscles du périnée sont ici, les fosses ischiorectales sont au-dessus. Muscles du périnée qui vont stabiliser le vagin au niveau de sa partie caudale. Il y en a 6. Il y a 2 muscles qui vont aller comprimer les corps érectiles, qui sont les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux, le muscle bulbo-spongieux qui va venir se fixer ici en arrière sur le corps périnéal dont on a déjà parlé et qu'il faut respecter. Ce corps périnéal va être stabilisé latéralement par 2 muscles transverses, un muscle transverse superficiel et un muscle transverse profond. Et les 2 autres muscles du périnée qu'il reste à décrire sont les muscles sphinctériens, innervés par le nerf pudendal, comme les autres. Ce sont des muscles, ce sont des nerfs, c'est un nerf somatique, le nerf pudendal. Le muscle sphincter externe de l'anus et le muscle sphincter externe de l'urètre. Voilà donc pour ce petit rappel sur le diaphragme pelvien et les muscles du périnée. Et encore une fois, après un accouchement, quand les femmes disent « je vais faire ma rééducation périnéale », non, elles ne vont pas faire une rééducation périnéale, mais elles vont avant tout faire une rééducation du diaphragme pelvien et en particulier de muscles élévateurs de l'anus. Sur ce schéma, donc, il faut le compléter par un autre schéma que j'ai reproduit ici. La face postérieure du vagin est plus longue que la face antérieure du vagin. Il y a une partie périnéale, il y a une partie pelvienne, mais il y a également une partie péritonéale. Contrairement au cul-de-sac vaginal antérieur, qui ne répond pas au péritoine, eh bien le cul-de-sac vaginal postérieur, lui, ou devrait-on dire le fornix, puisqu'on appelle ça maintenant le fornix postérieur du vagin, est directement en contact avec le péritoine, ce qui permet à des gynécologues obstétriciens de faire ce que l'on appelle des culdosynthèses. Vous avez certainement déjà vu ça, c'est-à-dire ponctionner par voie vaginale, ici, la grande cavité péritonéale pour voir s'il y a un épanchement sanguin, un épanchement séreux, pour voir si c'est du pus, ou parfois même pour mettre des endoscopes au niveau de la grande cavité abdominale.
On a vu l'angle du vagin de 60, l'obliquité du vagin de 65 degrés par rapport à l'horizontale. On a vu la convexité antérieure du vagin de 140 degrés. Et bien, il y a également un angle de flexion du corps de l'utérus qui est l'angle entre le corps de l'utérus et le col qui est important à connaître, l'angle de flexion qui est à 100, 120 degrés. Un angle également entre le col de l'utérus et l'axe global du vagin qui est, lui, de 90 à 110 degrés. Et puis, il existe également un angle de version qui est l'angle entre l'axe ombilico-coccygien que je représente ici, et puis l'axe du corps de l'utérus. Et vous voyez ici que mon utérus n'est pas franchement antéversé, il devrait être plus antéversé et plus reposé sur la vessie. On a donc un système de coups durs et tout est fait pour que l'utérus ne s'engage pas dans le vagin. En cas d'augmentation de la pression abdominale, eh bien, l'utérus va reposer sur la vessie. Le col de l'utérus va reposer sur la face postérieure du vagin, qui lui-même va reposer au niveau du corps périnéal ici. Et lorsque cette augmentation de pression se fait, eh bien, le vagin va ici s'horizontaliser. Et si ça dure, ça peut être parfois l'amorce de prolapsus pelvien. Donc le temps passe, je n'ai que 20 minutes et c'est difficile de tout dire en 20 minutes, mais ceci explique que lorsque l'on va mettre un spéculum chez une patiente pour réaliser un examen du col, par exemple, eh bien la convexité antérieure du vagin fait que l'on doit introduire son spéculum vers l'arrière pour pouvoir atteindre donc le col de l'utérus. Et la première chose que l'on voit lorsque l'on met en place le spéculum, c'est la face antérieure du vagin, que l'on voit également sur ce schéma emprunté à Camina. Le col est donc en arrière et cette face antérieure du vagin est remarquable tout d'abord par des colonnes qui sont des organes érectiles, il y en a une antérieure qui est importante, une postérieure un peu moins importante, qui rentrent en turgescence lors des rapports sexuels. Et cette colonne va être complétée par des rides vaginales qui témoignent de la bonne trophicité du vagin. Et puis, si on regarde attentivement, eh bien, on va retrouver également des sillons. Un sillon juste en avant du col, qui correspond à l'empreinte du dôme vésical. Ici, un sillon transverse qui permet de limiter donc au-dessus le triangle de Paulik qui correspond ici au trigone vésical en avant, alors qu'en avant du sillon transverse, on va avoir ici l'empreinte de l'urètre. Donc voilà pour la face antérieure du vagin. Les moyens de fixité du vagin, tout d'abord les rapports latéraux du vagin qu'il faut connaître puisqu'ils interviennent de façon importante dans l'examen clinique que l'on doit réaliser. On voit beaucoup de femmes douloureuses et notamment des jeunes filles, elles sont persuadées en tout cas qu'elles peuvent avoir de l'endométriose actuellement, on en voit beaucoup, c'est à la mode, alors que souvent on va retrouver simplement des syndromes myofasciaux, des muscles myofasciaux, des muscles pelviens qu'il faut savoir aller chercher. Lorsque vous allez examiner une patiente, vous allez tout d'abord tomber sur le chef puborectal des muscles élévateurs de l'anus qui va donner donc cette corde à mi-vagin, ou plutôt au niveau du tiers caudal du vagin, que vous allez sentir et qui est responsable donc de la convexité du vagin. Muscle puborectal ici. Lorsque vous allez un petit peu plus crânialement au niveau du vagin et que vous allez examiner la face latérale du vagin, eh bien, vous allez palper le muscle obturateur interne qui se trouve ici. Muscle obturateur interne qui se trouve juste latéral par rapport au muscle ilio-coccygien. Et ce muscle obturateur interne, vous pouvez le palper et vous allez reproduire parfois des douleurs que les patientes connaissent. Donc, il est extrêmement important lorsque l'on fait un examen du vagin
d'aller palper le muscle élévateur de l'anus et le muscle obturateur interne, qui peuvent être le siège de syndromes myofasciaux, expliquant des douleurs périnéales, expliquant des douleurs pelviennes, expliquant des dyspareunies profondes, alors que si on va dans le cul-de-sac vaginal postérieur, eh bien, il n'y a absolument rien de particulier. Je vous rappelle, par l'intermédiaire de ce schéma, que tous ces éléments sont sous-péritonéaux, puisque le péritoine pariétal se trouve ici, et que entre le péritoine pariétal et le muscle élévateur de l'anus, on est ici dans l'espace pelvis-sous-péritonéal, où se trouve le croisement de l'urtère avec l'artère utérine en avant. Et c'est là que je vous parle des moyens de fixité du vagin. Le vagin, normalement, il ne tombe pas, il n'y a pas de prolapsus génital si tout se passe bien. On a vu que le plancher pelvien intervenait dans la fixation du vagin au niveau de sa partie caudale. On a vu les cloisons vésico-vaginales, les cloisons recto-vaginales avec le corps périnéal, le noyau fibrocentral du périnée. Eh bien, on a également, au niveau de l'espace pelvis ou péritonéal, le paravagin et la lame sacro-recto-génito-pubienne, qui est une condensation de tissus conjonctifs et de fibres musculaires lisses reliant le col de l'utérus et le vagin latéralement à la paroi pelvienne. Donc, on a des structures comme ceci, transversales, dans lesquelles courent les vaisseaux, et notamment l'artère ombilicale, et des structures sagittales, ici, c'est la lame sacro-recto-génito-pubienne, dans laquelle on va retrouver le plexus hypogastrique, responsable de l'innervation autonome de tous les organes du petit bassin, parasympathique et orthosympathique. Mais ça, c'est une autre histoire et on reverra ça une autre fois. L'innervation, je vous en ai parlé, elle est mixte. Au-dessus du muscle élévateur de l'anus, c'est le plexus hypogastrique inférieur. Et sous le muscle élévateur de l'anus, c'est le plexus pudendal, dont on voit ici le nerf émergent de la pince ligamentaire entre le ligament sacrotubéral et le ligament sacro-épineux en arrière, et qui va venir donc sous le muscle élévateur de l'anus au niveau du périnée. Le vagin travaille beaucoup, notamment lors de l'accouchement, puisqu'il est complètement laminé, complètement étiré latéralement et plaqué sur les parois pelviennes. Et c'est ainsi que va apparaître ici un vagin complètement laminé qui a la forme d'un segment de segment de tore que je représente ici, avec l'axe du fœtus lors de la naissance qui va être concave vers le haut. Et on va même avoir ici un vagin additionnel de phare à bœuf avec une horizontalisation de la vulve que l'on aperçoit ici sur ce schéma emprunté à Camilla, avec, vous le voyez ici, des muscles élévateurs de l'anus complètement étirés, complètement laminés, qu'il va falloir rééduquer en postpartum, à condition que la patiente ne soit pas déjà douloureuse et ait déjà des muscles périnéaux tendus, parce qu'on risque de réactiver des douleurs périnéales. J'arrive à la fin de ce petit topo. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que le vagin intervient dans la statique pelvienne. On a parlé du septum vésico-vaginal, du septum recto-vaginal. On a parlé de l'extrémité inférieure du vagin solidement fixée au périnée par les fascias périnéaux et le corps périnéal. L'extrémité supérieure du vagin qui est suspendue comme le col de l'utérus à la paroi pelvienne par le paravagin. Et les parties moyennes des faces latérales du vagin qui correspondent aux muscles élévateurs de l'anus. Le vagin est également un organe de sécrétion et d'absorption. La lubrification du vagin est assurée par un transsudat, et non pas exclusivement par des glandes comme les glandes de Bartholin, transsudat qui provient des réactions sudorales à partir des plexus veineux et des plexus lymphatiques de la paroi vaginale. Les réactions sexuelles, on pourra en reparler une autre fois, et l'accouchement, je vous en ai dit un mot. J'arrive à 20 minutes. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Stéphane pour cette super présentation qui va venir parfaitement introduire la présentation suivante de Gilbert Robin pour les principes physiologiques des techniques de rééducation périnéale et anale. Alors, je n'ai pas eu de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a certains participants qui voudraient, suite à cette présentation, poser quelques questions? Bonjour Stéphane, c'est Sandrine Campagne. Alors. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, c'était un super topo, merci beaucoup. Et je te rejoins énormément sur les patientes douloureuses qui ont pas mal de syndromes myofaciaux et qui sont en fait souvent sous-estimées, qui arrivent en fait en nous disant j'ai de l'endométriose, etc. Et en fait, nous, dans le service, en fait, on a une sage-femme avec qui je travaille qui est sexologue. Et en fait, on fait beaucoup de dilatation et de massage à l'axillo. Et c'est vrai qu'en fait, on a un nombre de patients qui répondent très bien, en fait, notamment aux dilatations vaginales avec gel de xylocaïne. Et en fait, au final, qui sont des syndromes myofaciaux avec des périnées douloureux. Et c'est fou parce que c'est des patientes qui n'ont pas forcément accouché, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Merci. J'ai un petit peu insisté là-dessus parce qu'on voit beaucoup, je trouve, de rééducation périnéale, comme on dit, qui est prescrite alors qu'il n'y a pas lieu souvent et ça ne fait que réactiver des douleurs préexistantes. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, je pense, quand on la prescrit.